Très heureux donc d'accueillir quelqu'un que je ne vais pas présenter, mais néanmoins annoncer. C'est le professeur Peter Sloterdijk. Peter Sloterdijk qui est professeur de philosophie et recteur de la Hochschule für Gestaltung à Karlsruhe. Monsieur Sloterdijk a publié tout récemment un livre que vous pouvez trouver à la librairie qui s'intitule Des lignes et des jours. C'est au fait un journal de pensée et sortira prochainement, très prochainement, dans les mois à venir, un livre qui s'intitule Ma France. Donc c'est Sloterdijk qui parle, Ma France. Et je lui donne la parole immédiatement pour une conférence qui s'intitulera La politique de Heidegger. Merci Joseph Cohen pour cette introduction chaleureuse et merci à tous les organisateurs de ce colloque de m'avoir honoré en m'invitant. La politique de Heidegger, dans les réflexions qui suivent, cette formule devra être lue à trois manières différentes. Elle désigne d'abord les accès personnels de Heidegger à la sphère politique, des accès dont on peut affirmer qu'ils ont effectivement été acquis à très grande distance, pour ne pas dire depuis les antipodes, raison pour laquelle il faut parler ici d'un rapprochement, d'un géant maladroit et d'un mandarin allemand à la dimension profane des conflits entre les peuples et les idées. Il faut ensuite écrire sous le même titre le positionnement de Heidegger dans un scénario de philosophie de l'histoire qui recelait les conditions de la candidature du philosophe à une fonction relevant de la politique des idées. Et pour finir, la politique de Heidegger doit aussi dessiner les interventions plutôt épisodiques du penseur sur la scène de la politique des idées dans les années 30 et la démission amère et arrogante de l'office qu'il avait échoué à remplir. Conformément à cet usage actuel, le concept de politique est par conséquent interprété de manière polysémique et à plusieurs niveaux, puisqu'il englobe, outre la signification pratique et courante, la dimension programmatique pour toucher enfin le domaine que l'on a de bonnes raisons de qualifier de métaphysique et de métapolitique. La politique de Heidegger, cela désigne donc dans un premier temps la participation d'un jeune intellectuel de l'époque, suivant la Première Guerre mondiale, d'un homme marqué par le vieux catholicisme, le milieu rural et l'université, à un grand événement de l'histoire des mentalités pour lequel je propose l'expression « l'apocalypse du réel ». Il ne fait aucun doute que cet événement avait débuté bien avant 1918. On pourrait par exemple montrer qu'il devient aigu après la mort de Hegel, lorsque dans la querelle autour de l'héritage du maître, une gauche métaphysique prit des contours et se donna pour mission de populariser le plus haut mystère de la philosophie. Grâce à sa propagande de non-foi, l'arcade le mieux protégé des anciens maîtres de sagesse se propagea dans le monde bourgeois. La découverte ésotérique du fait qu'il n'existe ni un Dieu, ni des dieux, et que dès lors, le monde véritable n'est d'autre que le monde réel que nous habitons, certes, mais dont nous n'avons qu'une connaissance très insuffisante, parce que notre regard, éduqué à la transcendance, glisse habituellement sans voir les puissances qui posent la réalité. Et pendant des millénaires, on a laissé le peuple et les naïfs parmi les cultivés supposer que ce monde vrai, supposé, se trouvait dans un au-delà supérieur. Mais voilà qu'avait sonné l'heure où le réel rattrapait le vrai. Dans ce contexte, les vecteurs du mouvement post-idéaliste parvinrent à mettre à l'ordre du jour un réalisme d'en bas. Les noms des quatre grands dysangélistes de l'époque, comme les appela Eugen Rosenstock-Huessy, Marx, Darwin, Nietzsche et Freud, marquent les dimensions les plus importantes de la littérature néo-réaliste, une littérature du dévoilement. Lorsque ces auteurs
parle de la production matérielle, de cette animalité humaine qui continue à produire ses effets, de la volonté de puissance et des masques de la libido. Ils éduquent l'intellect des modernes à croire en l'omnipotence et l'omniprésence d'un réel, et il s'agit toujours en l'espèce d'un réel qui se construit du bas vers le haut, et le fait toujours de telle sorte que les superstructures plus subtiles restent toujours dans une dépendance plus ou moins directe à l'égard des forces massives de la base. Les physiologistes, pragmatistes, économistes et anthropologues sont les maîtres de la descendance et de la rétroscendance. Ils se grisent de théories de la descendance et de la lignée, des généalogies qui nous voient descendre de troubles ancêtres et de pragmatisme qui nous font descendre de nos auteurs illusoires. L'objectif est à chaque fois d'arriver sur le sol des faits et des forces sur lesquels se fondent les pleins pouvoirs de l'ère nouvelle. Désormais, la réalité du réel sera déduite des corps, de l'argent, de la volonté de pouvoir et des mouvements de ces puissances fondamentales. On devrait peut-être faire remonter l'apocalypse du réel à une date située pendant la Révolution française, parce que, avec elle, pour la première fois, depuis la grande pause chrétienne, un pragmatisme à teinte néo-romaine est devenu ce modus vivendi dominant de l'Europe. Ce centre occulte résidait dans l'ésotérisme naturaliste du marquis de Sade, selon lequel la vérité dernière sur la matière capable de plaisir se révèle exclusivement aux rares esprits libres qui deviennent des purs médias de la nature, dès lors qu'ils professent leur foi dans le crime, considéré comme la technique suprême du bonheur. Inutile d'expliquer que et pourquoi la grande majorité des nouveaux réalistes, même s'ils inscrivent l'épithète radicale sur leur drapeau, se sont tenus à l'écart de ce genre d'exacerbation. Mais ce que les rattache pourtant à de Sade, c'est l'attitude anthropologique fondamentale selon laquelle il faut aider l'homme, la créature désirante, à trouver sa satisfaction dans ce monde. Notre rôle ici n'est pas d'expliquer dans le détail comment Heidegger est entré en contact avec les courants des néo-réalistes. Nous pouvons donc prendre telle quelle la métamorphose d'un jeune scolastique en jeune radical. Il nous suffit de retenir que l'œuvre précoce de Heidegger est parcourue à partir de sa rupture avec son origine dans la philosophie des adeptes de Wolff par un pathos extrémiste, fortement idiosyncrasique et pourtant totalement conforme à l'époque. Jamais le penseur n'est plus proche du pôle générateur de son énergie conceptuelle qu'au moment où il travaille sur l'exode de la pseudo-éternité du savoir scolaire pour entrer dans la temporalité remuante du Dasein contemporain, un Dasein qui se situe entièrement sous la lumière trouble de son désarroi et de son agitation. Dans cette affaire, le penseur déploie une force d'explicitation qui constitue le meilleur témoignage de son génie. L'expression de Dasein, être là, se charge rapidement de l'oscillation d'une conscience du temps fortement actualisée. Et parce que l'existence, dans le style néo-réaliste, fait apparaître une mobilité contre-transcendante, parce que qu'avec son propre engagement, elle pratique sa déséternisation, et qu'en descendant de cette hauteur désormais déréalisée de la théorie distanciée, elle a à l'esprit son union avec le flux du présent, exprimé avec un accent léninien, sa concrétisation. Elle est poussée par son propre élan de vérité à souligner son appartenance en temps impétueux. Im Deutschen sagt man hier die reißende Zeit, von der Hölderlin gesprochen hat. Le pathos de la sortie de l'au-delà débouche sur un inquiétisme héroïque, un trait
qui ne marque pas seulement la pensée heideggerienne de la phase culminante, mais constitue l'une des caractéristiques éminentes de la pratique philosophique et de la création artistique européenne entre les guerres mondiales. Le penseur, qui veut devenir le média de sa mission d'avant-garde et se transforme en porte-voix d'une apocalypse du réel, embrasse doublement son propre temps. D'une part, il se dit prêt à participer aux troubles de l'époque. D'autre part, il se plonge dans l'inquiétude solitaire qui rayonne de la conscience de sa propre mortalité. L'élément singulier d'une existence s'exposant radicalement à l'agitation est ainsi marqué par deux exercices de dépossession. Le premier s'accomplit à travers la perte approuvée d'un site fixe face au temps qui passe ou en dehors de lui, puisque seule la situation où l'on s'écoule avec lui peut être admise comme mode obligatoire du réalisme actuel. Et le deuxième s'exprime dans l'acceptation par le penseur d'une ultime dépossession de soi reportée, celle que lui apportera sa propre mort. Le philosophe d'avant-garde a ainsi échangé l'attitude bourgeoise et académique du « je pense, donc je suis, et en tant que je suis, je me possède moi-même avec sûreté », contre l'attitude héroïco-artistique du « je meurs, mais pas tout de suite, et je veux faire quelque chose de mémorable dans le temps qui me reste ». Et tout comme les néoréalistes du XIXe siècle avaient fait avancer l'apocalypse du travail et de l'animalité, Heidegger, dans sa période néoréaliste tempétueuse, se distingue par son apocalypse de la temporalité existentielle, selon laquelle le sens de l'existence s'ouvre seulement, dans un premier temps, à partir de être là à la mort. Heidegger a cependant d'emblée du mal à regrouper de manière convaincante la temporalisation individuelle de l'être à la mort avec la temporalisation collective de l'appartenance à un collectif mu par l'histoire dans le monde. Et c'est précisément sur cette problématique que débute la série d'opérations intellectuelles que l'on peut, avec une certaine légitimité, appeler la politique de Heidegger. Dans celle-ci, il s'agit toujours de savoir comment moi, individu jeté dans le monde ou dans le néant, je quitte la caducité qui me pousse vers ma propre mort, comment je franchis le temps qui me sépare de la mort pour traverser vers le temps de vie et d'ouvrage d'une histoire collective et globale. Le découvreur de l'équation de l'être et du temps est forcé d'opérer une transition de ce type, parce que, naturellement, il n'a pas pu limiter à l'individu l'existentialisation du temps, la qualification extatique du temps qui passe. De ce point de vue, être et temps, comme on l'a souvent remarqué, n'a qu'une fonction de préparation. Mais, à cette époque, Heidegger n'a encore que des conceptions floues sur la manière dont on pourrait penser l'intégration de l'histoire du Dasein dans une histoire de l'être, et même comment celle-ci devrait être conçue en tant que telle. Et pour mener son opération décisive, la qualification de la temporalité par l'accomplissement de soi ou le projet d'un Dasein extatique a une profondeur identique pour les processus historiques et supra-individuels. Il s'est relevé indispensable d'identifier un complexe ou un collectif dont on pourrait envisager de faire à grande échelle le vecteur de la temporalisation essentielle. Et cela devait être un collectif ou un complexe dont l'existence réelle serait une condition pour l'accomplissement d'une mission historique ayant un caractère global et que l'on ne pourrait ni déléguer ni refuser. À partir de ce moment, il existe dans la pensée de Heidegger, dans lequel on insérerait ultérieurement le concept de peuple, surtout le peuple allemand, dans la perspective logique,
il aurait tout aussi bien pu s'agir des notions comme prolétariat ou gardien de la terre ou vrai démocrate. Par Dilthey, le pionnier de la critique de la raison historique, Heidegger savait déjà pourquoi la transition entre le temps de l'individu qui agit et qui meurt et le temps du monde ne peut pas s'opérer directement. Il n'est jamais possible que de manière indirecte, parce que si le savoir autobiographique individuel possède certes la capacité d'éclairer sa propre biographie comme un ensemble, un Zusammenhang qui se comprend lui-même, mais aucun individu ne peut en revanche vivre et raconter l'histoire du monde comme sa propre biographie. Il faudrait être l'esprit du monde en personne pour avoir une intuition de l'ensemble de l'être mu par l'histoire et de sa situation actuelle. Il s'agissait donc d'explorer un autre accès à l'intérieur de l'histoire supra-individuelle. On le sait, pour définir le vecteur de la temporalité collective, Heidegger a expérimenté successivement plusieurs positions et formulations tout à fait différentes, voire contradictoires, à commencer par le temps du recommencement et de la bascule du peuple allemand, en passant par le temps de la maturation de l'œuvre d'art, jusqu'au temps d'attente des silencieux à la campagne, en allemand dit die Stillen im Lande, qui attendent une nouvelle révélation ou un dernier Dieu, un Dieu dont l'apparition ou le passage devrait mettre un terme à la série des apocalypses vers le bas. Et à chaque fois, il s'agit pour le penseur de jeter le pont entre les deux temporalités qualitatives. Ce pont, s'il était praticable, devrait constituer une transition plausible entre la temporalité existentielle de l'individu, vouée à sa propre mort, et à l'œuvre qu'il devra créer auparavant et dont il devra assumer la responsabilité, d'une part, et d'autre part, la temporalité obéissante à l'être d'un collectif qui se met au service d'une vérité qu'il s'agit de réaliser ou de préserver, ou pour une œuvre formant le monde. Nous remarquerons tout de suite que cette transition a un revers ironique. L'ontologie existentielle a certes apporté une clarification inoubliable sur le point suivant. La mortalité de l'individu fonde une structure temporelle singulière qui, en tant qu'elle est existentielle, se distingue trop seule aussi bien du temps physique et cosmologique que du temps capitaliste, et cela quelles que soient les conditions de civilisation. Mais cela ne dit pas si l'on peut seulement obtenir des constats analogues pour la structure temporelle des complexes et des collectifs. Reste même entièrement ouverte la question de savoir si, dans toutes les circonstances, on peut constamment formuler d'autres missions ou mouvements historiques, ou bien si l'histoire dans son ensemble, avec les missions qu'elle a assignées, ne pourrait pas elle-même arriver à sa fin. Qui pourrait exclure que l'histoire dans son ensemble passe dans un autre état d'agrégat qui serait à son tour plus proche des temporalités cycliques de la nature, des processus de la nature et de l'économie que de la tension existentielle vers un objectif et une fin. Et si cela est vrai, nous perdrions le plus grand pôle de l'événement et la transition recherchée entre le temps individuel et le temps collectif perdrait, dans une certaine mesure, sa tête de pont sur l'autre rive. Et je voudrais développer ici l'argument selon lequel toutes les perplexités logiques et politiques de Heidegger sont effectivement liées à l'étiolement du pôle public et collectif de sa temporalité essentielle et à sa surcompensation par une pensée forcée du peuple. Heidegger savait depuis 1929 au plus tard que les gens du temps pressant ne peuvent en aucun cas être sûrs de vivre encore dans l'histoire. Et j'affirmerai que le maître de Tautenberg, comme un peu plus tard Alexandre Kojève, avait découvert à sa manière la fin de l'histoire
et du moins la possibilité actuelle de sa fin. Et je tenterai de montrer quelles mesures il a prises pour échapper aux conséquences de sa découverte. S'il a effectivement existé quelque chose comme la politique de Heidegger, c'est d'abord uniquement dans la manière dont le penseur a participé d'une manière extrêmement singulière à l'exode néoréaliste hors du syndrome métaphysique de la vieille Europe. Et si l'on songe au fait que la philosophie a depuis toujours vécu de sa prétention à dévoiler la réalité du réel, on comprend d'autant mieux pourquoi la pensée moderne a dû s'approprier cette affaire d'une manière plus explicite que jamais et se jeter plus vivement que tout autre avant elle dans sa compétition des réalismes qui se déroulait désormais publiquement. Le réalisme d'avant-garde de Heidegger, fondé sur la logique temporelle, s'est révélé plus radical d'une toute une dimension que celui de tous les autres concurrents, parce qu'avec sa vision implacable du Dasein comme être à la mort, il éleva sur un bouclier le temps, d'ordinaire banalisé et marginalisé, voire intentionnellement nié et humilié par la prise de parti en faveur de l'éternel. Et avec elle, c'est une émettrice souveraine des destins, une métamorphoseuse des choses qui avait pris le rôle du plus réel. Même le temps destructeur, la furie de la disparition, apparaissait désormais d'une manière qui allait même, par son obscurité tragique, au-delà du discours hegelien sur l'histoire comme catacombe. Et pour le philosophe, face à cet instant, il ne restait, dans un premier temps, que le rôle de complice héroïque, ce que signifie chez lui le Dasein résolu à être soi-même, les signes et la forme de capacité de l'être anéanti et de l'être métamorphosé par le temps et dans le temps. Mais comme nous l'avons dit, le temps existentialisé ne pouvait être réduit à l'écart entre le pas encore maintenant et le maintenant terminal de sa propre mort. Il s'agissait, pour le penseur, de reconstituer une temporalité située au-dessus de sa propre tension à la mort et intégrant celle-ci, précisément ce temps de l'histoire, dont on devait montrer qu'elle ne représente pas seulement celle qui métamorphose et détruit les individus et les générations, mais fait aussi ses preuves comme créatrice et chef de projet, mieux comme vase contenant un processus de vérité globale. Et comme nous l'avons relevé, le concept plus tardif d'histoire de l'être aidera ce desideratum à s'articuler. En 1928-1929, Heidegger en est au point où il peut penser avoir prolongé son travail sur la temporalisation de l'être à partir du pôle mondial, bien au-delà des conquêtes de terrain préparatrices de être et temps. Il dispose désormais d'une structure conceptuelle qui lui permettra d'articuler de manière prometteuse le Dasein dans le complexe collectif espace-temps de l'immédiate contemporanéité. Fait notable, il s'agit toujours de concepts qui servent à caractériser le séjour, une époque entre deux eaux. Ce que l'on peut dire du propre présent, c'est le vide, la nuit, l'ambiguïté, la pauvreté en événement véritable. Si l'on se fonde sur les formulations que Heidegger a mises au point vers la fin des années 20, et je crois que presque tout le reste de son œuvre est relativement peu signifiant par rapport à ce qu'il a fait jusqu'à 29 ou 30, pour caractériser le milieu collectif, il devrait passer désormais pour le véritable découvreur et auteur du théorème de la post-histoire. Ces descriptions de l'existence inauthentique dans les sulfureux chapitres sur le on, dans être et temps, mais surtout les analyses de la nuit dans son cours sur les concepts fondamentaux, ne laissent aucun doute sur le point. On a affaire ici à un diagnostic de premier ordre sur l'époque.
les textes décrivent la situation existentielle des gens qui sont tombés hors de toute histoire sensée. Quand on existe aujourd'hui, enseigne le néoréaliste philosophique, on se heurte partout à la pure facticité et l'on se voit exposé dans l'atmosphère brumeuse de la mondanéité de l'étang dans son ensemble. Ici, Heidegger utilise un joli jeu de mots, il parle de la Diesigkeit du Dasein, mélangeant le terme aristotélien du Todeti, la chose vers laquelle on pointe du doigt, avec le mot Diesig, qui veut dire en allemand brumeux. Die Diesigkeit des Daseins. Nous pouvons nous appuyer ici sur les propos qu'a exposé Heidegger dans sa grande leçon du semestre d'hiver 29-30, sous le titre « Le concept fondamental de la métaphysique, monde, finitude, solitude ». Cette leçon constitue sans aucun doute le texte de publicité le plus fascinant que l'on ait jamais écrit depuis Boès en faveur de la philosophie. Mais elle contient aussi l'exposé le plus dissuasif des motifs pour lesquels les contemporains du conférencier ne parviendront vraisemblablement pas à s'approcher de l'entreprise pour laquelle on fait cette publicité. Le motif de la quasi-impossibilité d'entrer à partir de notre situation actuelle dans la philosophie se révèle à travers le mot de Novalis que Heidegger cite en l'approuvant. La philosophie est à proprement parler un mal du pays, ein Heimweh, un besoin d'être partout chez soi, un Trieb, überall zu Hause zu sein. Selon Heidegger, cette disposition instinctive fondamentale de la philosophie a subi une vive secousse parce que la marche vitale de son époque n'a d'autre intention que de produire partout de la détente et des satisfactions locales. Et de cette tendance naît l'homme du progrès, ignorant le mal du pays qui a, citation, érigé en Dieu l'image de sa propre médiocrité. Dans ces conditions, cette nouvelle introduction à la philosophie se voit condamnée à choisir un détour stratégique afin de commencer par reconstituer à l'homme l'organe de la tonalité métaphysique fondamentale en tant que telle, ce qui ne peut pas se faire sans l'envoyer dans une école préparatoire de l'étrangeté inquiétante. Cette thérapie de l'évocation constitue le deuxième chapitre de la leçon. On peut sans doute supposer qu'elle est allée jusqu'à la période précédant Noël 1929. Avec cet avant mordant, une manœuvre psychologique prend des contours auxquels la formule de la politique de Heidegger pourrait s'appliquer pour la première fois, avec une certaine légitimité, bien que l'expression « les exercices spirituels » de Heidegger soit plus appropriée. Mais si l'on voulait placer ici l'accent sur la dimension politique implicite, ou mieux pré-politique ou proto-politique de la procédure, il faudrait parler d'une politique de l'éveil, ce qui n'est cependant autorisé que si l'on lance immédiatement une mise en garde contre les suggestions d'une expression de ce type. Car ce qui doit être éveillé est le contraire d'une excitation politique. Le cri de réveil philosophique, Dasein, réveille-toi, n'a rien à voir avec les appels ordinaires à la mobilisation des potentiels nationaux, prolétariens ou cosmopolites. L'éveil de la tonalité philosophique profonde à laquelle Heidegger se consacre à partir du paragraphe 16 de sa conférence ne peut pas être, comme le dit l'orateur, une constatation révélatrice de quelque chose existant de manière latente ou manifeste, par exemple d'un ressentiment collectif ou d'une fierté nationale, mais d'un éveil de ceux qui dorment. Alors l'ironie de l'exercice apparaît dès que l'on conçoit que ceux qui portent ici le nom de dormant ou de dormeur ne représentent pas une valeur dont quiconque pourrait avoir intérêt à se l'approprier. C'est plutôt un profond malaise. L'éveil à celui-ci n'est pas pensable sans un appel à la bravoure
de celui qui s'éveille. Éveiller, dit Heidegger, c'est actualiser quelque chose dans la mesure où nous faisons venir au premier plan quelque chose qui peut se trouver là et pourtant n'être pas là. On voit à quel point l'orateur est conscient du fait que l'éveil est lié à une création collective. Et eo ipso à une procédure protopolitique, l'usage prudent qui fait du pronom « nous » utilisé comme sujet ou complément du sujet direct. Question posée par Heidegger. Quelle tonalité profonde devons-nous éveiller ou laisser s'éveiller en nous? Une tonalité qui nous donne le ton de fond en comble. Qui sommes-nous donc? Comment nous pensons-nous lorsque nous disons en ce moment « nous » ? Parlons-nous de nous-mêmes comme universitaires, comme agents de l'histoire de l'esprit, comme personnes touchées par des événements allemands, occidentaux, européens au sens large? Heidegger sait manifestement, à partir de cet instant, que la philosophie devra prendre désormais la forme d'une analyse de la situation. En anglais, on parlerait d'un briefing. Et si nous écoutons la tonalité profonde, authentique de notre temps, dans notre propre Dasein, nous nous ennuyons profondément de nous-mêmes et des circonstances. Le trait fondamental du temps, celui qui nous imprègne de la manière la plus fondamentale, c'est l'absence de toute orientation qui fasse obligation. Paradoxalement, nous sommes saisis par le fait que tout ce qui tend ses serres vers nous ne nous saisit pas réellement. L'éveil à l'état d'ennui signifie comprendre le non-saisissement en tant que tel. Selon Heidegger, nous vivons en un temps dépourvu d'évidence, c'est-à-dire sans mission obligatoire. La flèche de l'histoire est en quelque sorte passée à côté de sa cible et a disparu dans la brume post-historique. Ce qui reste, c'est un mélange confus d'excitation et d'indifférence. Au fond, le temps existentiel et le temps historique se sont déjà arrêtés et leur arrêt déteint sur notre humeur existentielle. On se trouve ainsi face à une définition bizarre du collectif réel de l'époque. Celui-ci est dans un premier temps exclusivement constitué par les rares contemporains sincères et courageux qui donnent au profond ennui en nous l'occasion d'accéder à la surface de la conscience. Et c'est un ennui qui est en nous depuis très longtemps, même si c'est d'une manière non spécifique. Le collectif de héros de l'ennui, le psychagogue qu'est Heidegger, ne peut au début l'évoquer que par le biais d'une question lyrique. Citation: en définitive, sommes-nous tels qu'un ennui profond s'étend sans fin comme un brouillard silencieux dans les abysses du Dasein? En d'autres termes, ne sommes-nous pas en définitive ceux qui ne sont que retenus, hingehalten, et finalement laissés vides par tout ce qui se passe avec nous et à travers nous? Ne sommes-nous pas ceux qui se sentent condamnés à passer le temps dès lors qu'on ne voit aucun projet à la ronde qui nous assaille, nous emporte et engage simplement? On pose de telles questions pour y répondre par l'affirmative, même si l'on spécule par la suite sur un deuxième souffle ontologique dont l'intervention reléguera ces concessions au rang d'exercice préliminaire pour des engagements positifs. En y répondant positivement, nous prêtons assistance de facto au collectif essentiel, pas encore regroupé de notre époque, constitué par le groupe de ceux pour lesquels un saisissement effectif par une nécessité impérative n'est pas d'actualité. Les Allemands, estiment-ils, sont les seuls à sentir ce qui leur manque, à eux et au monde dans son ensemble. Et pour la première fois, nous pouvons dire « nous » lorsque nous nous comptons dans le collectif de ceux qui, essentiellement et en toute connaissance de cause, ne sont pas saisis
Nous nous retrouvons dans le brouillard silencieux pour notre assemblée constitutive. L'avant-garde historique est composée de ceux qui sont suffisamment authentiques pour s'avouer les uns aux autres que l'histoire ne leur dit plus rien. Et ainsi, pour la première fois, on semble avoir réussi à construire le pont entre la temporalité existentielle de l'individu mortel et la temporalité historique d'un collectif ayant la même tonalité. L'individu résolu à assumer sa propre existence, qui maintient éveillé en lui son cogito du je meurs, peut désormais se rassembler avec les autres pour former son collectif authentique, si reconnaissant désormais comme associés sont ceux qui sont éveillés à la tonalité de leur existence mortellement ennuyeuse, ou mieux, qui se sont exposés à cette étrange exigence, citation de Heidegger, presque folle. Exigence presque folle, tu dois te compter à un collectif des ennuyeux. Il n'y a pas de peuple à ce moment. Il y a un collectif authentique, c'est le collectif de ceux qui s'ennuient mortellement. On ne parle pas de peuple. Tout ça, ce sont des fabrications ultérieures. Mais au moment où Heidegger a encore pensé, il parle un discours complètement différé. Ne pas laisser s'endormir la nuit. Et en même temps que ce premier résultat, il faut donc constater sa bizarrerie, la commune anonyme de ceux qui, en vérité, s'ennuient profondément, constitue la forme originelle d'une chose qui, peu après, sera pour un moment en mesure de se condenser dans le nom historique national-socialisme, qui, mais dans sa version originale, était une sorte de djihadisme de la nuit. C'est-à-dire un djihad des ennuyés. Le collectif authentique, selon l'analyse originale et profonde du premier Heidegger. Ceux qui sont conscients de la nuit ne sont manifestent pas identiques au peuple, ni au peuple allemand, ni à n'importe quel autre, car la nuit de l'époque, telle que le dévoile Heidegger, n'a pas le format d'une tonalité nationale, mais celui d'une tonalité mondiale. Un peuple doté d'un talent pour la philosophie, comme le peuple allemand et le peuple russe, pourrait cependant être plus doué pour la sensation de la nuit, plus que d'un autre. Mais les vecteurs constituent une avant-garde authentique dans la mesure où ils sont appelés à avancer l'inhabituel. On reconnaît au plus l'inhabituel, le fait de n'être plus relié à la grande histoire que dans la mesure où nous sentons que l'histoire ne nous dit plus rien. Et c'est précisément cela qu'implique l'exercice consistant à adapter, à ménager la profonde appartenance de l'individu à une actualité plus large en fonction des caractéristiques de la non-persuasion et du non-saisissement. Et tout indique qu'ici, on a constitué une avant-garde de l'être arrivé au bout avec l'histoire, mais une avant-garde instable qui, compte tenu du caractère intenable de sa position, était condamnée à retomber dans une manière de continuer avec l'histoire. Et on dessine ici une forme fondamentale de l'existence postmoderne. De l'absurdité ennuyeuse doit naître une fuite en avant dans la mission déterminée, une mission fictive. Et après ce qui a été dit, on peut mesurer le caractère inhabituel de la question consistant à savoir ce qui s'est passé lorsque cette internationale d'avant-garde quasi métaphysique de l'être laissé vide a pris peu de temps après les traits d'un mouvement national représenté au Reichstag de Berlin sous le masque d'un parti autorisé, diffusant un bruit martial, amalgamant par la rhétorique le national-populisme et le socialisme. Nous allons voir à présent comment les êtres profondément ennuyés de l'an 1930 a pu devenir une révolution prétendument allemande, ces nationaux révolutionnaires de l'an 1933, sur les slogans duquel le philosophe commença à projeter ses conceptions peu après l'achèvement de sa leçon.
Et je reprends ici la thèse exposée ci-dessus selon laquelle Heidegger pourrait être considéré comme le véritable fondateur du théorème de la post-histoire. Heidegger étant réputé être ontologiste de l'historicité, cette affirmation est suffisamment déconcertante pour mériter quelques commentaires. Ceux-ci auront à montrer sous quelles prémices on peut seulement penser la possibilité de mettre un terme à l'histoire et comment entre en jeu ici la différence entre la fin et l'objectif. Au concept d'un temps après l'histoire s'associe dans un premier temps l'idée théologique selon laquelle Dieu va un jour rappeler à lui le monde créé et ipso jeté dans le temps, et ce à un moment incompréhensible pour les humains où il en aura fini avec lui. Mais si l'on transpose ces conceptions dans le cadre d'une logique intramondiale, on doit supposer que l'histoire dans son ensemble va vers une fin, ou pour s'exprimer plus prudemment, vers une zone d'estuaire dans laquelle le processus historique, on a pour ainsi dire fini avec soi-même. Il ne pourrait arriver à un point de ce type que si les énergies qui le poussaient jusque-là en avant s'étaient consommées ou si les conflits qui le dynamisaient jusqu'alors s'étaient apaisés. Contrairement à la conclusion transcendante opérée par Dieu, une telle fin serait concevable et constatable par l'être humain. Et on le sait, les idées de ce type ont surtout été discutées auparavant dans les traditions hegeliennes. Dans ce cadre, on a pu évoquer comme critère possible de l'entrée dans la post-histoire la création de l'état de droit universel au cours de l'ère napoléonienne, l'extinction des luttes des classes à la suite de la révolution russe, ou la satisfaction de la quête humaine de reconnaissance, ou bien sa miniaturisation hédoniste dans les systèmes de consommation libérale. Dans le contexte de ce qui a été dit, il faut désormais rendre plausible l'idée qu'il a aussi existé un chemin non hegelien menant à la thèse de la post-histoire, bien que celle-ci ne se soit pratiquement pas exprimée jusqu'ici dans les débats sur la question. Dans notre interprétation, Heidegger, compte tenu des fortes intuitions qui animaient son diagnostic sur l'époque, a suivi ce chemin alternatif pour décréter la fin de l'histoire avant d'en diverger sous la pression de son impératif néo-héroïque et de se consacrer de nouveau à la production ou au laisser-faire d'actes, d'œuvres et d'événements de l'histoire du monde censés d'être décisifs. Si l'on cherche le véritable aïeul de la théorie non hegelienne, temporairement soutenue par Heidegger, de la fin de l'histoire, il faut citer Fyodor Dostoïevski, notamment avec son bref roman « Mémoire » écrit dans un souterrain de 1864, où l'on doit reconnaître aussi bien l'acte fondateur de la psychologie moderne du ressentiment que celui de l'affect anti-globalisation, si l'on peut se permettre d'antidater ainsi l'expression de manière anachronique. L'orateur du monologue virtuose, qui constitue la première partie du livre, un prélude amer et bizarre à l'anthropologie philosophique formulée à la première personne du singulier, est un personnage que l'on appellerait aujourd'hui de manière idiomatique un perdant de la modernisation. Il incarne une variante névrotique du dernier homme de Nietzsche, un caractère au ressort brisé qui ne peut satisfaire son exigence de respect de soi qu'en faisant le détour par la jouissance de ses humiliations. C'est l'un de ceux qui ont inventé le malheur et cligne des yeux. Il s'est installé dans ces demi-désespoir, froid et répugnant. Formule de Dostoïevski, cette situation issue qui, bien que provoquée, laisse place à une lueur d'espérance. Situation dont il se servira comme d'un barycentre pour faire sortir de ses gonds le monde des esprits de progrès. Cet auteur, dans son trou hideux, se présente comme un critique véhément du
way of life occidental. Nous dirions aujourd'hui comme un adversaire de la globalisation. Dans le même temps, il se présente comme un homme du temps pressant. Il défend en tant que tel la thèse selon laquelle l'homme du XIXe siècle est moralement tenu d'être une créature sans caractère. La seule phrase qui, dans la cascade des mots qui lui succèdent, s'approche d'une conviction suivie. L'orateur éprouve la plus grande satisfaction à se comporter comme un anthropologue, fournissant la preuve que les idéologues pro-occidentaux du marché, qui donnent aujourd'hui le ton, les idéologues de la détente et de la philanthropie universalisée, avaient fait leur compte sans l'homme véritable, ou plus précisément sans sa liberté ingrate et rebelle, qui ne signifie rien d'autre que la lubie sans cesse réactivée de se mettre en opposition avec tous les ordres donnés, y compris celui du bonheur général. On trouve ici la fameuse thèse néo-cynique selon laquelle l'homme est un animal bipède et ingrat. Nietzsche a pu relever à juste titre, à propos de la pièce terrible et cruelle de Dostoïevski, qu'elle était la plus puissante des charges moqueuses jamais écrites contre le « connais-toi toi-même ». Par intuition claire, l'écrivain se conçoit comme une créature de la nuit, le témoin d'une existence en l'absence de conviction, de mission, d'obligation. Et avant que nous expliquions dans quelle mesure Heidegger va, 65 ans plus tard, se livrer à des réflexions très apparentées, quoique avec des pointes déplacées et des centres de gravité relevés dans le domaine de la métaphysique historique, il faut rappeler un deuxième penseur d'origine russe dont l'œuvre est indissociablement liée au motif de la fin de l'histoire. Au début des années 30, au plus tard, Heidegger, quelques années seulement après l'avancée de Heidegger, dans la tonalité de la nuit post-historique, Alexandre Kojève avait tiré de ses études hegeliennes la conclusion que l'histoire de l'humanité était effectivement arrivée à une conclusion objective. Kojève partageait avec Dostoïevski la perspective anthropologique sous laquelle l'existence humaine se présente comme une série de combats nécessairement provoqués par la quête de satisfaction de son besoin de reconnaissance. Mais alors que le romancier interprète la satisfaction à la lumière de sa théorie religieuse de la liberté comme une jouissance narcissique de la rébellion qui, par nature, se poursuit toujours et ne mène nulle part. Kojève interprète la satisfaction comme l'objectif atteignable des combats pour la reconnaissance par l'autre. Et le concept de reconnaissance devient ici la clé politique, psychodynamique et spirituelle de l'histoire du monde, parce que la quête de reconnaissance, en tant qu'elle est refusée, constitue le motif nécessaire du prolongement des combats historiques. Mais en tant qu'elle est satisfaite, contient le motif suffisant de la fin des combats et par là même la conclusion de l'histoire. L'assouvissement ou le non-assouvissement de l'exigence qu'a l'homme d'être reconnu comme sujet libre et source souveraine de négativité détermine la différence entre la conscience heureuse et la conscience malheureuse. Le mouvement historique se résume par conséquent dans des conflits nécessaires et productifs au cours desquels la conscience malheureuse se défait en tant qu'elle se transforme en conscience heureuse. Et pour ce drame, Kojève n'envisage que deux partenaires de conflit comme agents de l'histoire du monde, les personnages du maître et du valet, que nous connaissons pour les avoir vus dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Les positions de base dans le combat qui se livrent mutuellement forment la substance de cette histoire entièrement anthropologisée. En partant d'un duel primitif, fictionnel, dans lesquels deux libertés ou deux fiertés se télescopent comme figure de la fierté surréelle, le champ humain se scinde en vainqueurs et vaincus, les premiers gagnant le rôle du seigneur, tandis que les autres se retrouvent dans la position du valet qui devra désormais assurer les bases matérielles de la liberté du seigneur.
Et ainsi débute l'ère du travail, sous sa forme hétéronome, et des combats contre cette même hétéronomie. Et c'est aussi la période où la conscience malheureuse s'installe dans les deux camps. Le seigneur reste insatisfait dans son exigence de reconnaissance parce que le valet ne peut pas servir au maître de source de reconnaissance sur un pied d'égalité, alors que le valet, du fait même de sa servitude, est condamné à l'insatisfaction ou à un succédané de satisfaction dans la religion. Dans cette description d'un combat, tout dépendra de la dernière position. Celle-ci est caractérisée par le fait que le valet, du point de vue historique du tiers-état, s'empare du travail qu'il accomplit jusqu'à ce qu'il tienne en main les moyens d'une rébellion réussie contre le maître. Et le système de ces moyens est codifié dans l'état de droit civil, et dès que cet état aurait atteint son format universel, l'histoire, comme séquence des combats pour la reconnaissance, serait parvenue à sa fin imminente. On inaugurerait une ère de la conscience satisfaite. L'expression « tutti contenti » dans le final des Noces de Figaro de Mozart et da Ponte est le premier mot de la post-histoire. Désormais, l'homme n'a plus à consommer sa liberté dans la laborieuse négation du donné, c'est-à-dire dans la recomposition de la nature par le travail, ni dans la révolte contre le maître comme exploiteur du travail en servitude. Il se constitue comme chômeur métaphysique, c'est-à-dire comme détenteur d'une force de négation qui ne trouve plus d'objet pour des agressions aux intentions tout à fait sérieuses. Il devient homo ludens, post-historique, et les contenus de la post-histoire sont ou bien joyeusement contemplatifs, ou bien joyeusement animaux, pour remplir les longs après-midi de la post-histoire. Il nous reste, hormis un travail qui ne relève plus de la servitude, il nous reste l'art, la sexualité et le non-sens. Et en citant l'arrêt de l'histoire dans la satisfaction atteinte par la conscience, le philosophe paye un prix élevé pour sa thèse joviale. Il doit accepter une ambiguïté systématique en scindant l'expression fin de l'histoire en une lecture de principe et une lecture empirique. Si l'histoire, avec les grands H, est à son terme sur le principe, que ce soit avec l'achèvement de la phénoménologie de Hegel, sous le lointain roulement des canons de la bataille d'Iéna, ou à la suite de la révolution russe et de sa consolidation violente par Staline, on n'a pas pourtant chassé du monde cette source de perplexité. L'état de droit universel et homogène se fait attendre sur la scène de la politique mondiale. L'histoire est par conséquent certes arrivée à sa fin, mais pas à son objectif. En réalité, Kojève ne peut donc pas aller au-delà d'une semi-post-histoire dans laquelle il reste encore quelque chose à faire empiriquement, bien que tout soit déjà fait sur le principe. Et le reflet de cette situation apparaît dans l'ironie de Kojève, avec laquelle la conscience heureuse commente les perturbations que lui cause le malheur restant du monde. Et l'ironie philosophique, qui est ni socratique, ni romantique, mais post-historique, dicte le recours au concept du sage qui permet de relégitimer de manière provocatrice sur le sol moderne la division antique et fataliste du collectif humain entre porteurs et non-porteurs du savoir. Et c'est seulement dans l'état universel réel que l'ironie du sage se transformerait en humour, et si la fin et l'objectif coïncidaient, le sarcasme d'avant-garde qui trahit les éléments d'impatience à l'égard des retardés se dissoudrait en une pure contemplation et une rétrospection bienveillante. Il faut, pour finir, montrer très rapidement comment la gravité de Heidegger constitue un programme contrastant avec l'ironie de Kojève, dans la mesure où il prend, sur une ligne renvoyant à Dostoïevski, une théorie non hegelienne de la fin de l'histoire. De fait, Heidegger adopte une position qui s'approche sous bien des aspects à celle de l'homme dans son souterrain. Le phénoménologue de l'existence inauthentique et de l'ennui profond est lui aussi, dans une certaine mesure, un observateur du palais de cristal,
même s'il n'en donne pas le nom et se contente de le décrire indirectement sous des expressions comme fonctionnement creux, médiocrité, non-spécificité, ambiguïté, technique, etc. Plus tard, dans les cahiers noirs, il choisit surtout pour ce symbole l'expression Machenschaft, la machination, ou les manigances. Mais lui aussi est convaincu du fait que les formes de vie du monde technique, analgésique et orientées vers le bonheur mettent en jachère le potentiel métaphysique de l'homme, pour parler de manière mièvre. Mais contrairement à l'ironie hegelienne, Heidegger ne peut s'accommoder d'une politique de la réanimalisation joyeuse de l'homme et de son lâcher dans le divertissement. Cela tient à une interprétation de la satisfaction qui permet à Heidegger de dépasser Dostoïevski et Kojève. Pour lui, la satisfaction ne peut se conquérir que dans le cadre d'une métaphysique de la vocation ou d'une ontologie médiale dans laquelle le Dasein se conçoit comme étant utilisé par l'être lui-même. Et pour être satisfait dans le monde de Heidegger, il ne suffit ni de témoigner du caractère inépuisable de la négativité humaine, ni de se réjouir de la sagesse occidentale et vespérale. Ici, on exige que tu t'éveilles de cette situation de suivisme ontologique et que tu te transformes en un ambassadeur et une sentinelle avancée de l'être. Alors Heidegger ontologise l'avant-gardisme en rattachant la possibilité de la satisfaction à celle d'une vocation qui te permet d'être envoyé comme avant-garde de l'être dans ses propres affaires. Mais nous avons vu plus haut que l'être temporalisé a d'abord voulu plonger ceci dans un bain d'ennui. Et de là naît la bizarre figure d'une avant-garde appelée à l'avancée au cœur de la nuit, c'est-à-dire dans le plus profond, ne rien avoir à faire. Mais Heidegger ne veut pas que cela soit compris comme une oblomovisation de l'Occident. À ceux qui peuvent et veulent entendre l'être de l'an 1930, dit donc à peu près presque ceci, dans le dialecte de la nuit, « J'ai besoin de toi pour mon dernier projet en date, préparer le Dasein à arrêter son activité antérieure qui consistait à faire de l'histoire. Tu dois te consacrer entièrement à cette élite de la démission, en démasquant l'histoire comme une fuite collective en avant et en l'aidant à se retourner contre elle-même. » Donc, pour faire court, nous voulons à présent montrer comment Heidegger a repris cette mission codée et s'est en partie trompé dans son déchiffrage. Il a été victime d'un malentendu parce qu'il avait manifestement à l'oreille une deuxième voix qui lui transmettait une instruction allant dans le sens contraire. Ce que nous appelons la deuxième voie est un ensemble de préoccupations anthropologiques qui concernent la métamorphose de l'être humain dans la civilisation technique. On peut observer son déploiement dans la théorie anthropologique de Arnold Gehlen, qui ne s'est articulée qu'un peu plus tard. Le jeune Heidegger, et je crois que c'est le seul Heidegger qui devrait nous intéresser, le jeune Heidegger est intégré dans un discours sur l'essence de la modernisation comme processus de décharge, ou comme on dit parfois aussi en français, exonération. En allemand, c'est die Entlastung. Il comprend avec une grande présence d'esprit que la décharge, la Entlastung, la exonération avancée sape les fondements de son propre métier, la philosophie comme vocation métaphysique. Si la philosophie peut signifier le besoin d'être partout chez soi, la manière dont ce besoin est actuellement orienté vers d'autres directions est pourtant évidente, en le satisfaisant par les moyens relevant de l'éducation, du tourisme et de l'informatique. Cette pulsion quitte du temps de Heidegger comme aujourd'hui, quitte le lit creusé par le fleuve de la philosophie et s'infiltre dans les institutions et les activités d'assistance moderne au Dasein. Ce que l'on a appelé la globalisation, dont le discours mondial est marqué depuis des décennies, ne constitue de ce point de vue que le mode le plus actuel de la déviation non philosophique du besoin d'être partout chez soi.
L'homme du temps présent montre, selon cette analyse, une tendance à se décharger aussi de la métaphysique et de la réflexion sur soi-même dans le contexte de l'être. Et c'est précisément cette tendance que Heidegger ne peut en aucune manière regarder sans formuler un programme de résistance. Et la deuxième voie qu'il perçoit exige qu'il associe la cause de la philosophie à la cause du chargement, ou plutôt comme la décharge est déjà un fait accompli, avec la cause du chargement réitéré, en allemand, der Wiederbelastung. Der Ernst des Lebens ist die Wiederbelastung nach der Entlastung. Et c'est aussi pour cette raison que la répétition est l'âme de la pensée. Elle aide ceux qui réfléchissent à faire face à la cause toujours identique et toujours pesant, toujours le même poids de la pensée sans soulagement fallacieux. Et j'affirme que la recharge constitue le noyau de ce que l'on peut désigner comme la politique de Heidegger. On ne peut rendre justice à l'évocation de la nuit dans les leçons du concept fondamentaux de la métaphysique que si on la conçoit comme un élément d'un processus de remise en charge. Si on convoque le collectif nouveau de l'avant-garde, ce n'est pas pour s'annuler jusqu'à la fin des temps en tenant le rôle de l'élite du vide, mais pour prouver qu'aujourd'hui encore, il reste des gens qui ne se facilitent pas la tâche, bien que la plupart le fassent. Et comme la folie de l'ouverture à la vérité de la tonalité du temps présent est le plus difficile de ce que l'on puisse exiger des hommes contemporains, le chemin menant à notre propre époque passe pour nous, encore le nous authentique du jeune Heidegger, par cette mise à l'épreuve. Et l'être a d'abord besoin de nous comme Dasein, comme étant là, désireux de porter le poids de l'absence d'évidence et de saisissement. Et la récompense de cet état de fait doit apparaître dans la mesure où le sens de mal du pays qui nous fait regretter l'être oublié s'éveille en nous, encore en nous. Mais parce que notre temps actuel n'est manifestement pas en mesure de formuler une mission en expression positive, le projet historique qui pourrait nous saisir ne peut plus venir vers nous que depuis un futur encore voilé. Je pense que je vais m'arrêter là. Il me reste quelques pages extrêmement intéressantes. Mais laissez-moi lire un petit chapitre où je fais mention des sottises antisémites de Heidegger dans les cahiers noirs. S'il n'y a jamais eu un peuple chargé de la mission d'animer ou de réanimer l'histoire en tant qu'accomplissement de la vérité sur terre, ce serait bien sûr les Juifs. Et tout ce qu'a produit le Heidegger tardif témoignait de sa tentative de transformer le privilège juif en un privilège allemand et plus tard en un privilège des méditateurs. Et après la Seconde Guerre mondiale, la nation allemande n'a pas suivi cette indication. Elle a reconnu face au monde entier sa faute à l'égard du judaïsme. Et la relation de Heidegger avec le judaïsme est donc d'une insondable ironie. Il reproche au peuple qui avait fondé l'histoire d'être partiellement responsable de son achèvement. Mais toute son œuvre tardive est marquée par une profonde imprégnation juive, dans cette mesure que la vertu juive est transposée en une vertu philosophique pour voir attendre l'arrivée de la vérité. Quand nous qualifions d'anthropocène le monde d'aujourd'hui, nous parlons un autre langage que celui qu'a développé Heidegger pour exprimer son souci de vérité dans l'histoire de l'être. Mais au fond, les soucis
anthropocénique des hommes actuels obéissent à ce même impératif auquel Heidegger, à l'époque où il pensait encore, tentait de se conformer lorsqu'il s'interrogeait sur ce qui signifie la pensée ou ce qui nous donne l'impératif penser. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Peter Sloterdijk, pour cette conférence. On a 10-12 minutes pour des questions, si jamais il y en a. Il y a un micro-baladeur. Madame Dolores-Lyotard. Aucune question, mais simplement une formule. Le premier film d'Alain Resnais sur la Shoah s'est appelé Nuit et brouillard. Wie soll ich das verstehen? Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? Monsieur, attendez le micro. Merci beaucoup pour votre exposé très polysémique. Je voudrais m'arrêter sur quelque chose que je pensais être un détail, mais comme vous êtes revenu à la fin de votre exposé sur ces détails, justement, ce n'en était pas un, la Heimweh. Est-ce que ce n'est pas, vous avez, au début de votre exposé, pris bien soin de nous rappeler que Heidegger était un paysan catholique du Schwarzwald, donc tout à fait sensible au Heimweh, qui est né, la nostalgie est née dans ces environs-là, en Suisse. Mais est-ce que ce n'est pas justement ce qu'il reproche à ce qu'il appelle le internationales Judentum d'être insensible au Heimweh? Vous avez dit que le Heimweh était ou n'était pas justement le Trieb, überall zu Hause zu sein. Est-ce que ce n'est pas justement ce qu'il reproche à l'internationale juive d'être partout chez elle? Et est-ce que ce n'est pas là justement ce qu'il appelle la Entwurzelung? Die Entwurzelung. Die Rasselung. Oui. Ist dieses Heimweh nicht genau das, was er den Juden vorwirft, kein Heimweh zu haben, nicht fähig zu sein, Heimweh zu empfinden, weil sie eben überall, ich zitiere Heidegger, weil sie eben überall zu Hause sind und weil das genau die Entwurzelung ist und dass er die einzige Verwurzelung, die der Jude hat, ist in seiner Machenschaft und in seiner Rechenschaft, das, dass er gut rechnen kann. Ne? Ich zitiere Heidegger. Mais comme reproche, c'est quand même bizarre parce que c'était quand même le peuple juif qui a inventé une salutation pleine de Heimweh l'année prochaine à Jérusalem. Donc, à vrai dire, tout ce discours du déracinement et de la Machenschaft, etc., ne m'impressionne pas du tout. Parce que le XXe siècle a été définitivement été le siècle où triomphait l'échange des marchandises, la mobilisation absolue des capitaux, des idées, des informations. La mobilité est partout. Et au contraire, aujourd'hui, on assiste à la naissance d'un deuxième sentiment pour la patrie, un deuxième geste de retour. Et à ma connaissance,
c'était les Juifs de New York, hein, qui avaient les plus belles maisons de vacances dans les Adirondacks, hein, à 2 heures de voiture de New York. C'est-à-dire, ils savaient très bien où et comment on peut se réenraciner. Monsieur, ce sera la dernière question. Oui, comme je travaille... Attendez le micro. Comme je travaille sur un philosophe cynique, Hipparchia, est-ce que vous pourriez expliquer la formule que vous avez prêtée à Diogène, que l'homme est un animal bipède et ingrat? Vous avez cité cette formule, si j'ai bien compris. Oui, je cite cette phrase aussi souvent que possible. Mais c'est une citation qui présuppose 2000 ans de christianisme. Dostoïevski résume toute la spiritualité russe accumulée à travers les siècles pour décrire l'être humain comme une créature essentiellement ingrate. Et tout ça remonte à Saint Augustin, qui a livré les fondements de l'anthropologie chrétienne, parce que les modernes, les hommes modernes comme les anciens, selon Augustin, seraient tous solidaires avec Satan, l'ange rebelle, qui tournait le dos au bon Dieu, et il se trouvait plus joli que Dieu. Le premier utilisateur d'un miroir, c'est Satan qui a introduit l'utilisation du miroir dans l'auto-perception humaine. Et ça fait seulement 100 ans, 200 ans, que les modernes savent comment les autres les voient, parce que nous sommes tous devenus dépendants du miroir. C'est d'ailleurs, dans l'histoire de la moralité, un événement incisif, parce que depuis le moment où les hommes ont compris comment les autres les regardent, et depuis le moment où ils se reflètent dans les miroirs, la dimension morale de la religion est devenue presque superflue, parce que la morale avait pour tâche de rendre les hommes humbles. Et pour 9/10 de l'humanité, ça fait aujourd'hui le miroir. Mais seulement les jolis, les beaux et les arrogants. C'est donc un reste de notre préhistoire morale. Et pour mieux comprendre ce genre de gens, il vaut toujours la peine de relire Augustin. Et je remercie encore très vivement Peter Sloterdijk pour cette conférence de clôture. Très heureux donc d'accueillir quelqu'un que je ne vais pas présenter, mais néanmoins annoncer. C'est le professeur Peter Sloterdijk. Peter Sloterdijk, qui est professeur de philosophie et recteur de la Hochschule für Gestaltung à Karlsruhe. Monsieur Sloterdijk a publié tout récemment un livre que vous pouvez trouver à la librairie qui s'intitule « Des lignes et des jours ». C'est au fait un journal de pensée.
Et sortira prochainement, très prochainement, dans les mois à venir, un livre qui s'intitule « Ma France ». Donc c'est Sloterdijk qui parle, « Ma France ». Et je lui donne la parole immédiatement pour une conférence qui s'intitulera « La politique de Heidegger ». Merci Joseph Cohen pour cette introduction chaleureuse et merci à tous les organisateurs de ce colloque de m'avoir honoré en m'invitant. La politique de Heidegger, dans les réflexions qui suivent, cette formule devra être lue à trois manières différentes. Elle désigne d'abord les accès personnels de Heidegger à la sphère politique, des accès dont on peut affirmer qu'ils ont effectivement été acquis à très grande distance. Ils éduquent l'intellect des modernes à croire en l'omnipotence et l'omniprésence d'un réel. Il s'agit toujours en l'espèce d'un réel qui se construit du bas vers le haut et le fait toujours de telle sorte que les superstructures plus subtiles restent toujours dans une dépendance plus ou moins directe à l'égard des forces massives de la base. Les physiologistes, pragmatistes, économistes et anthropologues sont les maîtres de la descendance et de la rétroscendance. Ils se grisent de théories de la descendance et de la lignée, des généalogies qui nous voient descendre de troubles ancêtres et de pragmatisme qui nous font descendre de nos auteurs illusoires. L'objectif est à chaque fois d'arriver sur le sol des faits et des forces sur lesquels se fondent les pleins pouvoirs de l'ère nouvelle. Désormais, la réalité du réel sera déduite des corps, de l'argent, de la volonté de pouvoir et des mouvements de ces puissances fondamentales. On devrait peut-être faire remonter l'apocalypse du réel à une date située pendant la Révolution française, parce que, avec elle, pour la première fois, depuis la grande pause chrétienne, un pragmatisme à teinte néo-romaine est devenu ce modus vivendi dominant de l'Europe. Ce centre occulte résidait dans l'ésotérisme naturaliste du marquis de Sade, selon lequel la vérité dernière sur la matière capable de plaisir se révèle exclusivement aux rares esprits libres qui deviennent, pour ne pas dire depuis les antipodes, raison pour laquelle il faut parler ici d'un rapprochement, d'un géant maladroit et d'un mandarin allemand à la dimension profane des conflits entre les peuples et les idées. Il faut ensuite écrire sous le même titre le positionnement de Heidegger dans un scénario de philosophie de l'histoire qui recelait les conditions de la candidature du philosophe à une fonction relevant de la politique des idées. Et, pour finir, la politique de Heidegger doit aussi dessiner les interventions plutôt épisodiques du penseur sur la scène de la politique des idées dans les années 30 et la démission amère et arrogante de l'office qu'il avait échoué à remplir. Conformément à cet usage actuel, le concept de politique est par conséquent interprété de manière polysémique et à plusieurs niveaux, puisqu'il englobe, outre la signification pratique et courante, la dimension programmatique pour toucher enfin le domaine que l'on a de bonnes raisons de qualifier de métaphysique et de métapolitique. La politique de Heidegger, cela désigne donc dans un premier temps la participation d'un jeune intellectuel de l'époque, suivant la Première Guerre mondiale, d'un homme marqué par le vieux catholicisme, le milieu rural et l'université, un grand événement de l'histoire des mentalités pour lequel je propose l'expression « l'apocalypse du réel ». Il ne fait aucun doute que cet événement avait débuté bien avant 1918. On pourrait par exemple montrer qu'il devient aigu après la mort de Hegel, lorsque dans la querelle autour de l'héritage du maître, une gauche métaphysique prit des contours et se donna pour mission de populariser le plus haut mystère de la philosophie. Grâce à sa propagande de non-foi
l'arcade, le mieux protégé des anciens maîtres de sagesse, se propagea dans le monde bourgeois. La découverte ésotérique du fait qu'il n'existe ni un Dieu, ni des dieux, et que dès lors, le monde véritable n'est d'autre que le monde réel que nous habitons, certes, mais dont nous n'avons qu'une connaissance très insuffisante, parce que notre regard, éduqué à la transcendance, glisse habituellement sans voir les puissances qui posent la réalité. Et pendant des millénaires, on a laissé le peuple et les naïfs parmi les cultivés supposer que ce monde vrai, supposé, se trouvait dans un au-delà supérieur. Mais voilà qu'avait sonné l'heure où le réel rattrapait le vrai. Dans ce contexte, les vecteurs du mouvement post-idéaliste parvinrent à mettre à l'ordre du jour un réalisme d'en bas. Les noms des 4 grands dysangélistes de l'époque, comme les appela Eugen Rosenstock-Huessy, Marx, Darwin, Nietzsche et Freud, marquent les dimensions les plus importantes de la littérature néo-réaliste, une littérature du dévoilement. Lorsque ces auteurs parlent de la production matérielle, de cette animalité humaine qui continue à produire ses effets, de la volonté de puissance et des masques de la libidine des purs médias de la nature, dès lors qu'ils professent leur foi dans le crime, considéré comme la technique suprême du bonheur. Inutile d'expliquer que et pourquoi la grande majorité des nouveaux réalistes, même s'ils inscrivent l'épithète radicale sur leur drapeau, se sont tenus à l'écart de ce genre d'exacerbation. Mais ce que les rattache pourtant à de Sade, c'est l'attitude anthropologique fondamentale selon laquelle il faut aider l'homme, la créature désirante, à trouver sa satisfaction dans ce monde. Notre rôle ici n'est pas d'expliquer dans le détail comment Heidegger est entré en contact avec les courants des néo-réalistes. Nous pouvons donc prendre telle quelle la métamorphose d'un jeune scolastique en jeune radical. Il nous suffit de retenir que l'œuvre précoce de Heidegger est parcourue à partir de sa rupture avec son origine dans la philosophie des adeptes de Wolff par un pathos extrémiste, fortement idiosyncrasique et pourtant totalement conforme à l'époque. Jamais le penseur n'est plus proche du pôle générateur de son énergie conceptuelle qu'au moment où il travaille sur l'exode de la pseudo-éternité du savoir scolaire pour entrer dans la temporalité remuante du Dasein contemporain, un Dasein qui se situe entièrement sous la lumière trouble de son désarroi et de son agitation.